Bonsoir Elie Cohen, merci Bonsoir. d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir Nicolas Bavray, historien, économiste. Vous avez publié notamment Réveillez-vous chez Fayard. Bonsoir. Alors, on va réveiller les débats économiques et sociaux qui sont peut-être un tout petit peu au second plan ces dernières semaines. Pourtant, les gens sont dans la rue. Les ouvriers de l'automobile sont dans la rue. Hier, il y avait un certain nombre de salariés touchés par des plans sociaux qui protestaient, qui voulaient rappeler à François Hollande ses promesses. Alors peut-être qu'on peut essayer de comprendre, est-ce qu'il y a des réponses possibles à ces plans sociaux? Est-ce que le gouvernement peut agir ou est-ce qu'il faut qu'il regarde, qu'il laisse faire, qu'il attende de meilleurs temps? Nicolas Bavray. Bien, je crois d'abord qu'il faut répéter que ce qui se passe sur le front du chômage est quelque chose de vraiment épouvantable. On a maintenant 3,6 millions de chômeurs. On a plus 10% en un an. On a 4,6 millions de personnes qui cherchent un emploi. Et si on prend les travailleurs découragés, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent même plus, il y a 5,2 millions de personnes qui sont en dehors du marché du travail. Donc ça fait quand même 15% de la population active. Alors évidemment, ça ne date pas de mai dernier, ça serait ridicule de le dire, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans un moment de l'économie qui est vraiment grave, puisque la France est en fait en croissance zéro depuis maintenant le printemps 2011, qu'elle a des coûts de production qui continuent à augmenter et que son appareil de production est maintenant vraiment au bord de la rupture à cause du choc fiscal qui lui a été infligé et par ailleurs à cause de la tenaille entre la compétitivité qualité des pays d'Europe du Nord, qui continuent à progresser, à faire des réformes et à essayer de s'améliorer comme en Allemagne, et la compétitivité prix de l'Europe du Sud, qui, à cause des réformes, est en train de... L'Italie et l'Espagne, par exemple, l'Italie, le Portugal. Même le Portugal, les gains de productivité en Espagne, c'est maintenant 7% par an, et ça se traduit par des accords et par une renaissance de l'industrie et des exportations espagnoles, notamment aux dépens d'un certain nombre de productions françaises qui ne sont plus compétitives. Donc, pour aller vite, le chômage, c'est vraiment un problème majeur parce que derrière, il y a un risque de crise sociale et un risque de crise politique et on n'arrivera pas à le régler si on ne règle pas le problème de la croissance, c'est-à-dire le problème de l'appareil productif Elie français. Cohen. Oui, alors, d'abord... la situation de crise économique que la France connaît, c'est bien sûr pas depuis les 6 derniers mois. Et la panne de croissance, c'est pas depuis un an. Il faut savoir, ce chiffre, c'est que la France est en croissance zéro depuis 5 ans. Hein, si vous regardez, on était à l'indice 100 au début de 2008. On est à 99 en 2013. C'est-à-dire qu'on est en stagnation économique intégrale. Alors certes, au cours des 5 dernières années, on a eu des périodes de reprise, des périodes de plongeon, etc. Mais il faut savoir, les Français ne le savent pas, on est en croissance zéro au total depuis 5 ans. Bien. Et donc, le gouvernement actuel, il hérite de cette situation. Alors, il hérite de cette situation. Mais on a le sentiment aussi que ça se dégrade peut-être dans la multiplication des plans sociaux, peut-être. Alors, attendez. Donc, Réserve, quand vous êtes en croissance zéro depuis 5 ans, puis j'ajoute un autre chiffre que vous connaissez bien, nous sommes en croissance zéro en matière industrielle depuis 10 ans. Donc la crise française, c'est une crise ancienne, elle pèse particulièrement lourd. Vous avez évoqué l'érosion permanente de notre compétitivité, même l'effondrement de notre activité industrielle. Tout ceci est bien connu, etc. Donc le gouvernement, il a d'abord ce premier élément à traiter, c'est que nous sommes en panne économique et la mauvaise nouvelle, c'est que 2013, on sera probablement en croissance zéro. Et c'est sur un fond qui est lui-même assez dramatique, puisque l'ensemble de la zone euro sera en décroissance. Et donc maintenant, on est dans une situation où la zone euro est la seule à être véritablement déprimée dans un monde économique qui va mieux. Ça, c'est le premier élément. Et un deuxième élément qui n'a pas été mentionné, c'est qu'on assiste en même temps à une forme de montée de la radicalité ouvrière dans les luttes sociales. Moi, je suis très frappé, on ne le dit pas assez, que les dirigeants syndicaux qui ont émergé, et dans le cas de Renault, et dans le cas de ArcelorMittal et dans le cas de PSA, ce sont des dirigeants qui vous disent clairement qu'ils remettent en cause la mondialisation, qu'ils remettent en cause l'économie de marché, qu'ils remettent en cause les pouvoirs du patron. Je veux dire, cette idée, cet épisode qu'on a eu sur la nationalisation du site de Florange, ça veut dire simplement qu'on remet en cause un certain nombre de données fondamentales qu'on croyait acquises. Donc, face à cette radicalité et face à cette situation économique très tendue, ce que tente le gouvernement, à travers cette ingénierie des mesures sociales qu'il est en train de prendre, c'est d'un côté d'essayer d'atténuer... Je les cite quand même, le crédit impôt compétitivité, l'accord sur la sécurisation de l'emploi, la banque publique d'investissement... Alors, ce qu'il essaye d'abord, c'est de limiter le choc, la violence du chômage, avec toutes les mesures d'accompagnement social du chômage qui sont prises d'un côté. Et d'un autre côté, c'est le pari
que par un dialogue social renouvelé, un nouveau compromis social peut être élaboré. D'où l'enjeu de l'accord compétitivité-emploi. Alors, je ne suis pas un optimiste béat, et je me dis que cet accord compétitivité-emploi, il va connaître un premier test grandeur nature tout de suite avec l'affaire Renault. C'est-à-dire, si on n'est pas capable, à l'occasion de l'affaire Renault, de négocier un véritable accord compétitivité-emploi, alors il faudra se dire que la crise est encore plus grave parce que ce forme de compromis social est impossible en France. Ça suffit, Nicolas Bavrez, qu'on vient de citer? Non, je crois que ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux choses qui vont essayer de modérer la hausse prévisible du chômage en 2013, c'est le fait d'avoir assoupli le régime du chômage partiel et puis effectivement l'accord social, mais qui est un accord défensif qui va permettre normalement d'avoir une modulation à la fois des effectifs, donc de la durée du travail et des salaires pour éviter d'avoir des licenciements. Mais ça, c'est quelque chose de purement défensif. Les trois problèmes qui restent pendants pour le chômage, c'est que on n'aura pas de diminution du chômage sans reprise de la croissance et elle ne peut se faire que si on remet d'aplomb le secteur privé qui aujourd'hui est dans un état critique. Ça, c'est le côté production. Et si on règle le problème du coût du travail, puisqu'aujourd'hui c'est 34 € par heure en France contre 30 en Allemagne, 26 en Italie et 20 en Espagne et au Royaume-Uni. Par ailleurs, il faut que la croissance reparte en Europe parce que ça nous aidera d'avoir de la demande. Et enfin, il y a un élément qui est un élément, puisque grosso modo, on considère qu'il y a à peu près 2,3 millions d'emplois qui n'existent pas en France parce que le travail est trop cher, mais il y en a 2,2 millions qui sans doute n'existent pas non plus parce qu'on n'a pas les bonnes qualifications. Donc il y a aussi un élément qui est à formation plus moyen terme, formation, innovation, recherche. Mais pour ça, il faut absolument qu'on arrive à maintenir notre capital humain sur le territoire français et qu'il ne parte pas pour des raisons notamment fiscales ou parce que le pays est bloqué et que les jeunes préfèrent aller tenter leur chance dans des zones, l'Amérique du Nord ou l'Asie, où c'est beaucoup plus facile de créer et de se développer. Si je cite les gens qui étaient dans la rue hier, et pour revenir sur la radicalité que vous mentionniez, eux, au contraire, ils demandent, par exemple, la loi sur les licenciements boursiers. Que François Hollande aurait promis, ce qu'il n'a jamais clairement promis, franchement. Mais voilà, donc est-ce que ça, c'est quelque chose de réellement efficace? Est-ce que c'est quelque chose de plausible? Franchement, le licenciement boursier, d'abord, c'est un mythe. On ne sait pas comment le définir. Un mythe. Juridiquement, c'est impossible à définir. Et c'est tout à fait faux de penser que des entreprises, aujourd'hui... D'ailleurs, quand on regarde depuis 2009, il y a quand même eu un choc énorme. On s'aperçoit que pourquoi est-ce qu'on a des plans sociaux aujourd'hui? C'est parce que les entreprises ont différé au maximum leur ajustement. Il n'y a pas une entreprise, comme je l'ai dit, on est dans une société de savoir, de connaissance. La force d'une entreprise, normalement gérée, on peut toujours avoir des déviants partout, et ça ne veut pas dire que toutes les entreprises sont magnifiquement gérées avec des gens qui sont des saints. Mais en règle générale, les entreprises, et les entreprises françaises l'ont montré, elles ont différé au maximum l'ajustement des effectifs, ce qui est d'ailleurs très bien. Simplement maintenant, elles ont eu le double choc d'une double récession, elles ont en plus un choc fiscal, un choc de compétition, et maintenant elles n'ont plus le choix pour arriver à survivre que de fait d'essayer d'ajuster les effectifs. Oui, alors j'entends bien ce qui est dit. La croissance, tout le monde, bien entendu, voudrait que la croissance reparte et qu'elle reparte en France. Mais vous savez, il faut regarder les choses assez simplement. Quels sont les différents moteurs de la croissance? Quels sont les moteurs de la croissance que l'État pourrait stimuler? Vous avez le moteur de la consommation, de la demande intérieure. Quand vous avez le chômage qui augmente et les revenus qui stagnent, voire qui baissent, vous ne pouvez pas espérer avoir une reprise de la consommation. Deuxièmement, l'investissement. Le gouvernement compte beaucoup sur la reprise de l'investissement. Mais vous n'allez pas vous remettre à investir quand les perspectives de la demande intérieure faiblissent et quand en même temps vous avez, comme ça a été rappelé, un problème de compétitivité pour répondre à la demande extérieure. Il faut savoir que les parts de marché de la France sur le commerce extérieur se sont érodées continuellement au cours des 10 dernières années. Là aussi, ça ne relève pas des 6 derniers mois. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste la dépense publique. Mais voilà, la dépense publique, on est obligé... Elle doit aussi diminuer. Elle doit aussi diminuer. Et c'est aussi une promesse du gouvernement. Et donc là, il y a un effet récessif supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui vous reste comme moteur de croissance? Il n'y en a pas, et la meilleure preuve, c'est que l'économie française stagne et va continuer à stagner. Alors, on dit, mais il faudrait que l'Europe reparte. Oui, mais l'Europe, la zone euro elle-même, est en crise et n'arrive pas à sortir de sa crise. Alors, ce qui peut faire que les choses aillent mieux en Europe, c'est deux choses. C'est d'une part qu'on commence à avoir le sentiment
qu'on est en train de régler la crise financière dans sa phase aiguë. Et ça, c'est... Un peu de confiance. Un peu de confiance. Ça, c'est la bonne nouvelle qui revient un peu, c'est qu'on a l'impression que la crise... On est sorti du pire. On est sorti du pire, c'est-à-dire du risque d'éclatement. On n'a réglé aucun problème au fond, bien entendu. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la reprise de l'économie internationale qui crée une demande adressée à l'Europe qui commence à stimuler l'activité au niveau européen. Donc on peut espérer bénéficier par capillarité de cet effort de reprise. Mais tout ça ne donne rien à court terme. Et enfin, je voudrais répondre à un point. Vous évoquez beaucoup le matraquage fiscal, le coût du travail, etc. Vous avez tout à fait raison. Les mesures fiscales qui ont été prises ont été d'une violence extrême. Mais si j'ose dire, malheureusement ou heureusement, vous allez pouvoir dire ce que vous en pensez, ça n'a pas encore produit d'effet. C'est pas ça qui est dans la situation économique actuelle. Ah, mais si, ça produit déjà des effets. Quand on regarde le financement des startups au dernier trimestre, moins 15%. Donc on a des effets sur le financement de toute une série, et justement le financement des investissements, malheureusement. On a déjà des effets sur le départ d'un certain nombre de centres de décision à l'étranger. On a déjà des effets. Non, je parle d'effets macroéconomiques sur le niveau d'activité économique. Sur l'investissement, mais non, mais c'est pas ça qui fait l'investissement. Vous savez très bien. Je sais très bien que le capital investissement a été divisé par 2 entre 2010 et 2011 et de nouveau divisé par 2 entre 2011 et 2012. Mais c'est pas ça qui fait l'activité économique qu'on mesure actuellement. Ça produit des effets éventuellement en termes de perte de richesse créée à moyen terme, mais c'est pas ça qui fait le problème. De même sur le problème de la compétitivité que vous évoquiez tout à l'heure, sur le coût du travail, c'est un problème qu'on connaît très bien et on sait que, par exemple, le coût du travail manufacturier en Allemagne et en France est rigoureusement identique. Pour aller vite, si on veut profiter, en une seconde, si on veut profiter justement de la reprise de l'euro et de la reprise mondiale, il faut qu'on fasse les réformes chez nous, compétitivité, marché du travail, baisse des dépenses publiques. Sinon, il n'y aura pas de croissance. C'est engagé. Et il y aura du chômage. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Restez avec nous, c'est Alain Marchal, bien sûr.